500 contre 50 000. Non pas des armées, non pas des peuples, mais une masse de corps épuisés, serrés dans la glaise glacée de la Gaule. En bas, les Romains, au-dessus d'eux, une mer de Gaulois furieux. Tite-Live écrivait que le bruit du siège rappelait le grondement d'un ciel qui s'effondre. Mais même dans cet enfer, parmi les cris, la fumée et le cliquetis du fer, se dressait une géométrie parfaite. La torture romaine. Une tactique qui transformait les corps humains en une forteresse vivante. C'est elle qui donna à ces 500 une chance contre un ennemi invisible par son nombre. Et tandis que les boucliers s'entrechoquaient, comme la respiration d'un organisme monstrueux, à l'intérieur de cette boîte de fer naissait la légende de la survie. Mais comment tenir bon quand chaque inspiration est empoisonnée par la suie et que la terre tremble sous les corps barbares? Cela se passa durant les guerres des Gaules, vers l'an 50 avant notre ère. Une petite garnison romaine, forte de pas plus de 500 hommes, se retrouva enfermée dans une fortification, assiégée par une horde de Gaulois 100 fois plus nombreux qu'eux. César écrivait que les assiégés tinrent pendant des semaines, repoussant les assauts, perdant des amis, mais non leur formation. C'est là que résidait l'essence de la pensée romaine, la discipline au lieu de la panique, l'ordre au lieu de la peur. Leur défense fut la testudo. C'est ainsi que l'on nommait cette formation où les légionnaires se couvraient de boucliers de tous les côtés et par le haut, formant une carapace de bois et de bronze. Ce bouclier s'appelait le scutum. Lourd, ovale, pesant environ 10 kg, avec une surface bombée qui déviait les coups de pierre et les flèches. Dans une telle formation, les Romains pouvaient avancer même sous une pluie de lances, lentement, mais inexorablement, comme la volonté même de l'Empire. L'image de cette tortue frappe l'imagination. Imaginez l'étroite cour d'un fort sur laquelle se déverse une pluie incessante de flèches. Le grondement des tambours, les cris stridents des femmes derrière les murs, le hennissement des chevaux, et au milieu de tout cela, le mouvement régulier d'un bloc carré où chaque dos sait qu'il ne peut fléchir. D'en haut la grêle, devant la mort, mais aucun ne fuit. Ce ne sont pas des hommes, c'est un mécanisme fait de souffle et d'acier. Les fouilles archéologiques sur les sites des anciens camps montrent à quel point ces points défensifs étaient minutieusement planifiés. Des plateformes de pierre, des brasses de feu de camp, des pointes de flèches en fer, témoins muets de ces jours où la terre elle-même semblait trembler sous la tension de la volonté humaine. Les Gaulois tentaient d'incendier les fortifications, de détruire les murs avec des béliers, mais les Romains savaient, dans la panique, on périt, dans l'ordre, on survit. Et tandis que les barbares faisaient rage à l'extérieur, à l'intérieur de la forteresse régnait le silence de la discipline. Les bruits des marteaux réparant les armures et les coups sourds sur les galettes de pain faites de farine et de cendre. Ils mangeaient une poignée de céréales par jour. Ils dormaient sans enlever leur casque. Les sentinelles étaient relevées toutes les 2 heures. Chaque légionnaire connaissait sa place et celle des autres. Chaque ordre passait par la chaîne des centurions, des vétérans dont les corps étaient une carte des anciennes guerres. L'un de ces centurions, selon César, déclara avant l'assaut « Tenez vos boucliers au-dessus de vos têtes, mais votre cœur au-dessus de la peur. » Et pourtant, la question principale n'est pas de savoir comment ils ont tenu bon, mais pourquoi ils ne se sont pas rendus. Car l'ennemi était 100 fois plus fort, les murs craquaient, le feu dévorait les réserves. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à rester? La peur de la honte? La foi en Rome? Ou quelque chose de plus ancien? Le désir de prouver que l'ordre humain peut vaincre le chaos de la nature. Le soleil se couchait dans une fumée sanglante. Les Gaulois préparaient de nouvelles échelles, et au-dessus du fort, des corbeaux tourbillonnaient déjà. À cet instant, les Romains savaient, la nuit serait longue. Et c'est cette nuit-là que naîtrait la légende de la défense la plus tenace de toutes celles que la Gaule ait connues. La nuit tomba sur le fort, comme le couvercle d'un sarcophage. Les Gaulois sous les murs ne dormaient pas. Le feu des bûchers s'allumait et s'éteignait dans la fumée, comme la respiration d'un monstre encerclant sa victime. 500 Romains se tenaient à l'intérieur, épuisés, affamés, mais non brisés. Leur commandant, un légat nommé par César, un homme sans nom dans les chroniques, aurait pu donner l'ordre de la percer. Mais il choisit autre chose, tenir bon. Ainsi, comme on leur avait appris dès le premier jour au camp, où la discipline n'était pas seulement un ordre, mais une foi, Tite-Live écrivait que les soldats romains commençaient la journée en nettoyant leurs armes. Même en état de siège, ils frottaient leurs épées gladius avec du sable et de la graisse, comme s'ils se préparaient non pas à la mort, mais à une parade. Cette épée, courte, droite, d'une longueur d'environ un demi-mètre, était conçue pour les combats rapprochés, où chaque coup est décisif.
Et maintenant, dans les passages étroits du fort, les gladius étaient le prolongement de leurs bras. Le fer, aiguisé jusqu'à un éclat miroir, reflétait la flamme pourpre des bûchers. Dans l'obscurité, les Romains entendaient les Gaulois chanter, d'une voix basse et gutturale, comme si la terre elle-même répondait à leurs cris. Ils préparaient de nouvelles échelles, des catapultes, des barils de poids. Et à l'intérieur du fort, les légionnaires renforçaient les murs de terre et de bois, transportaient des paniers, portant sur leurs épaules un poids égal à celui de leur propre corps. Un bouclier pesait 10 kg, un casque 5, une cuirasse encore 8. Au total, environ 30 kg par homme, sans compter les armes. Mais personne ne se plaignait. Rome enseignait. La faiblesse est un virus qui contamine la formation. C'est pourquoi l'armée romaine vivait selon le principe de la disciplina militaris, la discipline militaire, un ordre strict transformant la foule en un organisme. C'était là le secret de leur invulnérabilité, non pas la force, mais la formation. Tandis que les Gaulois s'agitaient de colère, les Romains agissaient selon un modèle, où chaque commandement était comme un battement de cœur. Les centurions parcouraient les rangs, vérifiant les fixations. Les tribuns surveillaient les signaux de combat. Sur la tour en bois se tenait un corniste, un trompettiste avec un énorme instrument courbé appelé cornu, dont les sons fendaient l'obscurité, rappelant aux combattants qu'ils n'étaient pas seuls. Les découvertes archéologiques en Gaule confirment. De tels forts avaient une géométrie idéale, un carré avec des fossés et des remparts. Même les fortifications temporaires étaient construites selon un modèle unique, comme si un plan avait été laissé par un ingénieur du futur. Les fouilles révèlent des traces de poutres calcinées et des restes de flèches à pointe de fer, fondues par le feu. Dans ces traces, la confirmation de l'assaut désespéré dont César lui-même a écrit. Au matin, le premier assaut commença. Les Gaulois avancèrent en vagues, des milliers de pieds frappant le sol au rythme des tambours. Les cris emplirent l'espace entre les collines, et l'air s'épaissit de fumée. Les Romains serrèrent les rangs. Au cri intérieur du commandant, les boucliers se levèrent, et le fort se transforma en un monolithe. La tortue s'anima. Les flèches pleuvaient d'en haut, frappant le bois, le bronze, résonnant comme la pluie sur du marbre. Les pierres des catapultes s'écroulaient, mais la formation tenait bon. La tactique de la tortue, ou testudo, était née d'un principe simple. S'il est impossible d'éviter le coup, il faut le supporter. Les soldats plaçaient leurs boucliers au-dessus de leur tête et devant eux, protégeant leurs camarades de tous les côtés. Chacun ne voyait que les pieds devant et le ciel, caché par le bois. À l'intérieur, il faisait sombre et étouffant. L'air était imprégné de sueur, de fumée et de fer. Mais c'était leur refuge, leur seule chance. Les reconstructions modernes montrent que la densité d'une telle formation atteignait 3 personnes par mètre carré. Aucun Gaulois ne pouvait percer ce mur sans un bélier direct. Le second assaut fut désespéré. Les Gaulois roulaient des barils enflammés, tentant d'aveugler l'ennemi avec la fumée. Le feu léchait les boucliers, la poix crépitait. Les Romains restèrent immobiles jusqu'à ce que le commandant donne le signal. Alors la tortue s'ouvrit et jaillit. Un coup sec de gladius, de courte fente, et la ligne des Gaulois se dispersa. Mais la victoire n'apporta aucun soulagement. Derrière chaque ennemi tombé, il y en avait des dizaines d'autres. Quand la poussière retomba, le soleil éclaira le fort, couvert de flèches comme un porc-épic de ses piquants. Une cinquantaine de Romains gisaient déjà immobiles. Les autres, silencieusement, retiraient les corps, les enterrant dans les fossés. Personne ne parlait. Seul un centurion s'agenouilla, posant sa paume sur le sol. Selon Polybe, à Rome, on croyait que le contact avec la terre après une bataille rendait l'âme aux guerriers. Peut-être est-ce cette croyance qui les a retenus alors. Chaque jour, les réserves de nourriture diminuaient. Le pain se transformait en poussière, le vin en vinaigre. Mais même dans la faim, les Romains respectaient les rituels. Avant l'aube, ils sortaient en formation pour saluer l'Est, non pas les dieux, mais la lumière elle-même. Un rappel que le jour était encore à eux. Les Gaulois pouvaient être plus forts, mais il leur manquait l'essentiel. L'ordre qui rend les hommes immortels. Et quand les Gaulois pensèrent que les Romains allaient s'effondrer, il se passa à l'intérieur de la forteresse ce à quoi personne ne s'attendait. Au 3e jour du siège, la terre autour du fort n'était plus de la terre. C'était une croûte de cendres durcies, imprégnée de sang et de graisse. Les Gaulois avaient encerclé la fortification d'un anneau de plusieurs rangs, postant des sentinelles même la nuit. De leur camp parvenait l'odeur de la viande rôtie et de la bière aigre, l'odeur de la victoire, à laquelle ils croyaient déjà. Et dans le camp romain, le silence régnait. Seul le charbon clépitait, et quelque part au loin, un soldat toussait. 500 corps et une seule volonté. Selon la description de César,
Ces garnisons étaient composées de vétérans, ceux qui avaient survécu à des dizaines de campagnes. Des hommes qui pouvaient construire un camp en quelques heures et attaquer sous la pluie, lorsque les chevaux gaulois s'embourbaient. Leurs muscles étaient plus durs que le cuir brut, et leurs yeux, calmes comme ceux d'un prédateur. Ils n'espéraient pas de miracle. Ils espéraient la procédure romaine, l'ordo militaris, un système où même la mort devait survenir selon un calendrier. À l'aube, les Gaulois firent rouler des tours de siège, faites d'arbres fraîchement coupés. À cause de l'humidité, elles fumaient et grinçaient, mais elles avançaient. En réponse, les Romains allumèrent des torches de poids et les lancèrent sur les machines de siège. L'air se remplit d'un rugissement, comme si la forêt elle-même s'était soulevée contre les Gaulois. Le feu lécha les tours, et les Gaulois, hurlant, se précipitèrent en arrière. Mais au même instant, une autre partie des assiégeants se précipita vers le fossé avec des rondins et des boucliers, pour combler le passage. Tout l'horizon bougeait. Le commandant des Romains monta sur la plateforme en bois et donna le signal aux trompettistes. Le son prolongé du cornu coupa la fumée. Les soldats se réorganisèrent en deux lignes. La première se tenait sur le rempart, prête à lancer des lances. La seconde, aux portes, tenant les boucliers en angle. Cette formation s'appelait triplex acies, l'ordre triple, standard des légions romaines, permettant de réagir à toute percée. Même en état de siège, où l'espace suffisait à peine pour se mouvoir, il maintenait une géométrie de formation parfaite. Tite-Live notait que la force des Romains résidait non pas dans leur nombre, mais dans leur ingénierie. Le fort dans lequel ils s'étaient retranchés avait un fossé, un rempart, une palissade et des passages intérieurs reliant les postes. Ces passages permettaient de déplacer les combattants sans que l'ennemi ne les voie. Les archéologues ont trouvé de telles fortifications en Gaule septentrionale, des vestiges de plateformes en bois renforcées de clous de fer, des coins de fossés brûlés, des traces de flèches balistiques. Tout indique que les assiégés ne se contentaient pas de survivre, ils se battaient comme des ingénieurs. Leur principale arme n'était plus le gladius, mais la patience. À chaque heure, les Gaulois devenaient plus désordonnés. Leurs attaques se transformaient en cris et en charges sans plan. L'un des centurions, selon les chroniqueurs, déclara « que les barbares gaspillent leur fureur comme les enfants gaspillent leur souffle. Nous attendrons. » Et en effet, ils attendaient. Chaque jour, les Gaulois perdaient de plus en plus d'hommes. Des blessures, de la faim, de leurs propres erreurs. Pendant ce temps, la chaleur s'installa dans le camp romain. L'air stagnait entre les murs, la poussière se déposait sur les lèvres. Les soldats s'enveloppaient la tête de tissu pour ne pas succomber à la chaleur. L'eau vint à manquer. Ils recueillaient la rosée sur les boucliers le matin, quelques gouttes sur les lèvres, comme le vin des dieux. Durant ces heures d'épreuve, la tortue cessa d'être une tactique. Elle devint un mode de vie. Chaque pas, chaque inspiration, sous la protection de l'autre. Personne n'était seul. Quand les Gaulois lancèrent un nouvel assaut, ils utilisèrent une nouvelle ruse. Des frondes furent mises en œuvre. Des pierres de la taille d'un poing frappaient la formation, brisant des bras, faisant tomber des boucliers. L'un des Romains, un jeune légionnaire, n'ayant pas encore vu de grande bataille, perdit connaissance suite à un coup à la tête. Son camarade ne laissa pas le corps tomber. Il le rattrapa, plaça son propre bouclier et continua à tenir la ligne. Ce geste fut vu de tous, et comme un courant électrique parcourut la formation, personne ne vacilla plus. César écrivait que les Romains pouvaient soutenir un siège tant que l'esprit d'ordre était maintenu. Et cet esprit était contagieux. Même fatigués, blessés, ils ne criaient pas et ne priaient pas. Ils se tenaient simplement. Quand une nouvelle vague de Gaulois se retirait, on sortait les morts du fort. On les enterrait derrière le rempart, si possible, ou on les empilait contre le mur intérieur, les recouvrant de manteaux. La poussière et le fer se confondaient. Au soir du troisième jour, les Gaulois réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas prendre le fort par la force. Alors commença une autre guerre, psychologique. Derrière les murs parvinrent le rugissement des tambours et les voix des chamans. Les Gaulois jetaient les têtes des morts dans le fossé pour briser l'esprit de l'ennemi. En réponse, les Romains restaient silencieux. Ils savaient, celui qui répondrait le premier perdrait. Ce n'est que la nuit, quand la lune se tenait au-dessus des murs, que les soldats murmuraient les mots d'anciens serments, s'adressant non pas à Jupiter, mais à Rome, comme à un être vivant. Et pourtant, les forces étaient à bout. Il restait moins de la moitié des provisions. Sur les 500 combattants, plus de 100 avaient déjà été blessés. Mais alors, un événement se produisit qui changea tout le cours du siège. Un observateur depuis la tour aperçut de la poussière à l'horizon, faible, mais non naturelle. C'était un détachement en marche, petit, mais discipliné. Et c'est avec son apparition que la dernière tortue entra en action, celle qui allait décider de l'issue de cette légende.
La poussière à l'horizon était comme un mirage. Longtemps, personne ne crut que cela pouvait être des alliés. Trop souvent, les Gaulois tendaient des pièges, envoyant de faux détachements. Mais cette formation se déplaçait différemment, sans cris, sans drapeau, sans mouvement superflu. Une ligne de points de fer sous le soleil ardent. C'étaient des Romains. Selon des écrits tardifs de l'historien Appien, César avait envoyé un petit détachement auxiliaire, environ 2 cohortes, soit moins de 1000 hommes, pour vérifier le sort des assiégés. Ils marchèrent 2 jours sans sommeil, à travers des champs brûlés, laissant derrière eux des traces de leurs sandales de sable, les caligae. Un feu de signalisation sur la tour du fort s'alluma, brièvement, 3 fois. C'était un ancien code signifiant « vivant, mais encerclé ». À l'extérieur, les Gaulois aperçurent la flamme et hurlèrent, comme des bêtes, comprenant que la proie respirait encore. Au même instant, des milliers de pieds se précipitèrent vers les remparts. Le siège vira à la fureur. La terre trembla, l'air se remplit de sifflements. Pierres, lances, fumée, tout se mêla. Mais de l'intérieur du fort, comme de la gueule de la terre, s'éleva un grondement, bas, rythmique, semblable à des battements de cœur. Les Romains se préparaient au dernier assaut. La tactique à laquelle ils eurent recours fut décrite plus tard par Polybe. Une double tortue. Une formation formait le bouclier extérieur, un mur compact pour protéger les portes. L'autre, une colonne intérieure pour la contre-attaque. Cela exigeait une synchronisation parfaite. Toute déviation et la formation s'effondre. Les centurions furent placés aux angles, leur voix couvrant le bruit du combat. Le commandant leva la main et la tortue s'anima. Quand les Gaulois atteignirent le fossé, les Romains ouvrirent les portes. Un instant de silence, et un coin de lance jaillit de la fumée. Une masse dense d'hommes, chaque bouclier lié au voisin, comme un maillon dans une carapace. Les Gaulois tentèrent de les encercler, mais se heurtèrent à un dôme impénétrable. Les boucliers d'en haut déviaient les flèches, les premiers brisaient les lances. Les coups fulgurants des gladius transformaient le premier rang gaulois en une bouillie de sang. Tout se déroulait à portée de bras. Ce moment est le point culminant de la persévérance humaine. Les découvertes archéologiques dans le nord de la France montrent des traces d'une bataille massive, où les corps gisaient en rang compact. Des traces de blessures identiques à hauteur de la poitrine et de l'abdomen. C'est un signe de la technique de combat rapprochée romaine. Les Romains frappaient court, sans élan. Chaque coup, précisément dans la cible. Même aujourd'hui, les historiens, en analysant les reconstructions, sont étonnés de voir comment, malgré la fatigue et la soif, ils pouvaient maintenir une telle précision de mouvement. Pendant ce temps, les Gaulois tentaient d'encercler la colonne. Ils lançaient des torches, faisaient tomber des poutres, roulaient des chariots, mais la tortue avançait, lentement, comme si la terre elle-même s'était levée et marchait. Tite-Live écrivait que le bruit des boucliers sous les coups ressemblait au bruit de la pluie sur le toit d'un temple. Chaque pas, un coup. Chaque inspiration, un battement de cœur. Quand la première ligne des Gaulois fléchit, les Romains utilisèrent leur propre chaos. À cet instant, un détachement de secours apparut. Derrière les collines jaillirent des manteaux rouges, une petite tache de feu sur fond de fumée noire. Ils avançaient vite, en colonne, sans se disperser, poussant un cri de guerre bas. Les Gaulois furent déconcertés. Entre eux et le fort, la tortue était bloquée, et de nouveaux guerriers approchaient à l'horizon. La panique rompit la formation des assiégeants. Les uns coururent vers le camp. Les autres tentèrent de percer jusqu'aux Romains. Le centurion du fort comprit que c'était la seule chance. Il leva la main, et la trompe du cornu donna le signal, court et aigu, signifiant « en avant ». La tortue se sépara en 2 moitiés, comme un ventail qui s'ouvre. Les soldats se précipitèrent en avant. Le métal résonnait, les corps s'entrechoquaient, la terre tremblait. Les Gaulois reculaient, mais ils étaient trop nombreux. Alors les Romains utilisèrent une ancienne formation, le cochon ou cuneus. C'est un coin qui perce la formation ennemie, comme un couteau le tissu. Les premiers avançaient, la tête couverte de boucliers. Les derniers poussaient en avant de toute leur masse. Les reconstructeurs modernes notent, la force d'un tel coin pouvait déchirer même un adversaire numériquement supérieur, si celui-ci était désorganisé. Les Gaulois ne s'attendaient pas à une telle détermination. Dans leur rang, le chaos commença. Cris, affrontements, fumée des tours en flammes. Les Romains, épuisés mais impeccablement coordonnés, rompirent l'encerclement. Appienne écrivait que ce jour-là, moins d'un tiers des assiégés survécurent. Mais ils emportèrent l'étendard du fort, l'aigle, symbole de la Légion. Donc ce n'était pas juste un morceau de métal sur une hampe. Pour les Romains, l'aquila était l'âme de l'unité. Perdre l'aigle signifiait perdre l'honneur. C'est pourquoi lorsqu'un des légionnaires, mortellement blessé, vit l'étendard tomber, il le releva, le tenant des 2 mains jusqu'à mourir debout. Son corps fut ensuite retrouvé avec le dos droit.
Les archéologues appellent de telles postures des soldats en moment de ténacité. Quand la jonction des deux cohortes se fraya un chemin jusqu'au fort, les Gaulois s'enfuirent. La fumée s'étirait au-dessus du champ, se mêlant à l'odeur du sang et de la poix. Les Romains ne les poursuivirent pas. Ils restaient debout, regardant l'ennemi se dissoudre dans la forêt. Leur respiration était lourde, leurs mains tremblaient, mais la formation tenait toujours. Même dans la victoire, il restait une figure d'ordre au milieu du chaos. Et puis, le silence. Seul le crépitement du bois calciné et le râle de ceux qui avaient survécu. Sur les 500, il en restait un peu plus d'une centaine. Mais la légende était née. Les Gaulois virent comment la tortue était sortie du feu et n'avait pas brûlé. Et depuis lors, le nom de Rome résonnait non plus comme une ville, mais comme une sentence pour tous ceux qui se fiaient à la fureur plutôt qu'à la discipline. Quand le soleil se leva sur le champ, se reflétant dans les casques, les Romains se tenaient immobiles. Ils ne célébraient pas, ils existaient simplement, prouvant que l'ordre est capable de survivre à la mort. Et c'est à ce moment précis que la tactique de la tortue cessa d'être une manœuvre de guerre. Elle devint un symbole de Rome, de l'Empire qui avance lentement mais inexorablement, tandis que tout le reste s'effondre autour. Après la bataille, le champ ressemblait à une mer morte de métal. Boucliers, lances, casques, corps, tout se mêlait en un immense cimetière de la volonté humaine. Les Gaulois se retirèrent, laissant derrière eux des feux de camp fumants et des milliers de morts. Leurs cris s'étaient tus, mais l'odeur de la guerre demeurait, douceâtre, âcre, qui ne s'en va pas même après la pluie. Les Romains se tenaient au milieu de ce chaos, ramassant silencieusement les restes de leurs camarades. Personne ne se réjouissait. La victoire avait été trop coûteuse. Polybe écrivait que la discipline des Romains atteignait la sainteté. Même après une catastrophe, ils ne quittaient pas le champ de bataille avant d'avoir rétabli l'ordre. Ainsi, ici, les légionnaires survivants commencèrent immédiatement le déblaiement du rempart, le renforcement des murs et la collecte des armes. Leur mouvement était automatique, comme si le corps ne se soumettait plus aux émotions, mais suivait un mécanisme interne. Chaque pas, un pas de l'Empire, qui ne connaissait pas les mots « pitié » et « fatigue ». Le tribun, un jeune officier dont l'histoire n'a pas conservé le nom, ordonna de reconstruire la tour de signalisation. Au sommet, ils hissèrent de nouveau l'aigle, noirci par la suie, mais intact. Ce symbole signifiait plus que la vie. Il signifiait que l'ordre existe même au milieu des cendres, et quand l'étendard rouge avec l'aigle s'éleva sur le fond du ciel gris, les Romains survivants se redressèrent. Même les blessés, s'appuyant sur leurs lances, se tenaient debout, comme devant les dieux. C'est alors qu'ils reçurent des renforts, l'armée principale de César, qui avait avancé depuis la Gaule méridionale. Selon les dires du général lui-même, il ne s'attendait pas à ce que la garnison tienne bon. Quand les légions approchèrent, elles virent non pas des ruines, mais un fort, encore respirant, mais debout. Ce spectacle devint un symbole de l'esprit romain. L'un des commandants prononça « Voici à quoi ressemble le fer, si le sang de Rome y coule ». En étudiant les vestiges des fortifications, les archéologues trouvèrent un détail intéressant. Dans les couches de terre autour du fort se trouvaient de nombreux fragments de clous romains et de planches calcinées. Mais il ne restait presque aucune affaire personnelle. Cela signifie que la garnison ne se préparait pas à la fuite. Ils renforçaient les murs jusqu'au bout et ne prenaient rien de superflu. Tout témoigne du fait que leur but n'était pas de survivre, mais de tenir bon. Ils devinrent l'incarnation vivante du concept de virtus, la valeur romaine. Ce terme désignait non seulement le courage, mais aussi la capacité à conserver la raison dans la peur, la loyauté dans le désespoir et la dignité dans la mort. Pour un Romain, la virtus était ce qui faisait de l'homme un citoyen et du citoyen un soldat. C'est précisément ce que César vit lorsqu'il monta sur le rempart fortifié et regarda les survivants. Dans ses « Commentaires sur la guerre des Gaules », il écrivit que ces hommes se battaient non pour leur vie, mais pour l'ordre du monde. D'un point de vue militaire, leur ténacité eut une importance colossale. Les Gaulois, ayant perdu des dizaines de milliers de guerriers, furent démoralisés. La nouvelle de la garnison inébranlable se répandit dans toute la Gaule. Les tribus barbares, auparavant unies en une seule armée, commencèrent à se disputer, s'accusant mutuellement de la défaite. Leur alliance se désintégra, et César, profitant de cela, poussa les légions plus au nord et soumit définitivement la région. La testudo ou tortue devint non seulement une formation de combat, mais un symbole de la stratégie romaine, lente, méthodique, mais infaillible. Les historiens modernes, tels que Goldsworthy et Keegan, notent que c'est cette tactique qui rendit Rome invincible dans les batailles contre les barbares.
qui comptait sur la fureur et la surprise. Le principe de la tortue reposait sur la confiance. Chaque soldat couvrait son voisin, même s'il ne connaissait pas son nom. Aucune armée du monde antique ne possédait un tel niveau de coordination. Mais derrière cette discipline se cachait un prix. Chaque survivant des 500 savait que leur ténacité avait été payée par la vie de leurs frères. Ils enterrèrent les morts derrière les murs du fort, disposant les corps en rang selon le règlement militaire. Pieds vers l'est, visage vers le soleil. Au-dessus, une couche de terre et un bouclier brisé. Aucune inscription, seulement le silence. Tacite écrivait qu'à Rome, on racontait longtemps l'histoire de ces 500. Les guerriers, ayant résisté à l'assaut de 50 000, devinrent une légende. Leurs noms furent inscrits dans les listes des légions honorifiques. Mais le fort lui-même disparut de la surface de la terre. Lorsque des siècles plus tard, les archéologues trouvèrent ses vestiges, ils virent des traces de feu et des murs effondrés, mais aucun objet de luxe. Seulement du fer, des os et des débris calcinés. Tout témoignait, là se tenaient ceux qui avaient choisi l'ordre plutôt que la vie. Et pourtant, dans ce calcul froid, dans la géométrie de la discipline, il y avait une étincelle d'exploit humain. Car derrière chaque bouclier se tenait un homme qui aurait pu fuir, mais qui est resté. Non pour la gloire, non pour l'or, mais parce qu'il savait, s'il s'effondre, la formation s'effondrera. Et avec la formation, l'idée même de Rome. Au soir du dernier jour, César ordonna d'ériger un monument en pierre sur le lieu de la bataille, sans nom. Seule l'inscription « Ordo vincit omnia », l'ordre triomphe de tout. Et quand le soleil se couchait derrière les collines de la Gaule, les derniers rayons éclairaient ces mots, les transformant en un serment que Rome porterait à travers les siècles. Mais l'histoire de la tortue ne s'est pas arrêtée sur ce champ. Elle est devenue une leçon, sur le fait que la force d'un empire ne réside pas dans les chiffres, mais dans la capacité des hommes à être un organisme unique. Et un jour, des siècles plus tard, ce même principe reviendra, dans un autre lieu, à une autre époque, quand il faudra de nouveau répondre à la même question. Qu'est-ce qui est plus fort? Le chaos de la foule ou l'ordre de l'esprit? Des années passèrent. Le fort fut envahi par l'herbe. Ses pierres furent récupérées par les paysans, ignorant qu'ils construisaient des maisons avec des murs qui avaient autrefois tenu le destin du monde. Mais le souvenir demeura. Les ingénieurs romains copièrent le plan de cette fortification sur des tablettes d'études. Les légats s'y référèrent dans leurs instructions, et le mot même de testudo devint un symbole de ténacité. La tortue, lente et lourde, se transforma en une image d'ordre invincible. Les historiens de la fin de l'Empire écrivirent que c'est précisément après ce siège que César fut définitivement convaincu. Le sort des guerres n'est pas décidé par la bravoure, mais par l'organisation. Il transposa ce principe à la gouvernance de l'État. La discipline tactique se transforma en discipline administrative. L'armée devint un modèle de société. Chaque citoyen, un maillon. Chaque loi, un bouclier. Chaque devoir, une partie de la formation. Mais derrière cela se cachait bien plus qu'une stratégie. La Testudo démontra, l'homme est capable de dépasser la peur s'il se tient épaule contre épaule avec les autres. Aucun héros n'aurait sauvé ce fort seul. C'est le lien qui a sauvé, invisible mais solide. Celui-là même qui leur a permis d'avancer quand tout criait « fuyez ». Les philosophes tardifs, Sénèque, Marc Aurèle, se référèrent souvent à cet exemple, appelant la tortue la forme de l'esprit. Pour eux, elle symbolisait non seulement la valeur militaire, mais aussi l'ordre intérieur, lorsque la raison protège le cœur, comme un bouclier protège le corps. Rome a survécu non parce qu'elle était plus forte, mais parce qu'elle a appris à se tenir ensemble. Et si l'on écoute le vent sur le champ de l'ancien fort, il semble que l'on puisse entendre le froissement du métal, l'écho de cette tortue qui a traversé les flammes, portant l'aigle sur ses épaules.